L'histoire de l'expansion des États-Unis, des 13 colonies aux 50 États actuels, est une saga captivante d'exploration, de conflits et de quête de la destinée manifeste. Cette vidéo retrace l'ajout chronologique de chaque État, depuis la date officielle de son adhésion à l'Union, le moment décisif où chaque territoire est devenu un État à part entière, avec les mêmes droits que les États fondateurs. En mettant en lumière les événements clés, les acquisitions territoriales, les traités et les étapes majeures, nous illustrerons l'évolution de la carte américaine. Le récit montrera comment les forces politiques, sociales et économiques ont façonné chaque région. Nous explorerons l'histoire de l'entrée des États dans l'Union avec des récits d'ambition, de compromis et d'unité, tout en abordant les débats actuels sur l'ajout potentiel de nouveaux États. Les États-Unis ont déclaré leur indépendance le 4 juillet 1776, avec l'adoption de la Déclaration d'indépendance par le Second Congrès continental. Ce document, principalement rédigé par Thomas Jefferson, annonçait la séparation des 13 colonies américaines de la Grande-Bretagne, formant une nation indépendante. La reconnaissance officielle de cette indépendance fut confirmée par la signature du traité de Paris, le 3 septembre 1783, qui mit fin à la guerre d'indépendance. En 1783, les principaux États étaient les 16 colonies qui avaient déclaré leur indépendance et formaient les États-Unis. Le Delaware, la Pennsylvanie, le New Jersey, la Géorgie, le Connecticut, le Massachusetts, le Maryland, la Caroline du Sud, le New Hampshire, la Virginie, New York, la Caroline du Nord et le Rhode Island. Ils étaient régis par les articles de la Confédération avant la ratification de la Constitution en 1788. Les articles de la Confédération se révélèrent insuffisants, ce qui conduisit à la Convention constitutionnelle de 1787 où la Constitution fut rédigée. Ratifiée en 1788, elle créa un gouvernement fédéral plus solide, avec des branches exécutives, législatives et judiciaires distinctes. La Déclaration des droits, composée des 10 premiers amendements, fut ajoutée en 1791, garantissant des droits et libertés essentiels. Ces documents fondateurs et leurs amendements ont été cruciaux pour façonner la gouvernance des États-Unis, assurant un équilibre des pouvoirs et la protection des libertés individuelles. Le début du 19e siècle a marqué une croissance importante pour les États-Unis. Le Vermont est devenu le premier État ajouté après les colonies en 1791, après son indépendance et la résolution de conflits avec New York. Le Kentucky a rejoint l'Union en 1792, se séparant de la Virginie. L'accession du Tennessee en 1796 a marqué l'expansion vers l'ouest, au-delà des Appalaches. L'admission de l'Ohio en 1803, grâce à l'ordonnance du Nord-Ouest de 1787, a créé un modèle d'expansion territoriale. L'achat de la Louisiane en 1803, doublant la taille du pays, a mené à l'admission de la Louisiane en 1812, première addition majeure hors des frontières coloniales. L'Indiana, admis en 1816, reflétait la migration vers l'ouest et les promesses agricoles. Le Mississippi est devenu un État en 1817, pendant le boom du coton. L'Illinois a rejoint l'Union en 1818, attiré par ses prairies fertiles, suivi par l'Alabama en 1819, qui a renforcé l'économie des plantations. Le compromis du Missouri de 1820 fut un moment clé dans l'équilibre du pouvoir entre les États libres et esclavagistes. Il permit l'admission du Maine comme État libre pour contrebalancer l'entrée du Missouri comme État esclavagiste, soulignant les tensions croissantes. Cette période marqua l'évolution des États-Unis en une puissance continentale, influencée par des changements politiques, économiques et sociaux. L'accession du Missouri au statut d'État en 1821, selon les termes du compromis du Missouri, révéla le conflit croissant autour de l'esclavage. L'accord permit au Missouri d'entrer comme État esclavagiste et au Maine comme État libre pour l'équilibre. Cette période, marquée par la destinée manifeste, vit une expansion rapide vers l'ouest, les Américains croyant être destinés à occuper tout le continent. L'Arkansas rejoignit l'Union en 1836, suivi par le Michigan en 1837. Leur colonisation fut motivée par la migration vers l'ouest et l'attrait de terres fertiles. L'admission du Michigan fut marquée par la résolution de la guerre de Toledo,
un différend frontalier avec l'Ohio. En 1845, la Floride et le Texas furent admis. La Floride avait été cédée par l'Espagne en 1819 et le Texas la rejoignit après avoir été une république indépendante suite à sa sécession du Mexique. L'annexion du Texas mena à la guerre américo-mexicaine, permettant aux États-Unis d'acquérir d'immenses territoires, incluant la Californie, le Nevada, l'Utah, l'Arizona et des parties du Colorado et du Nouveau-Mexique. L'Iowa fut admis en 1846, suivi du Wisconsin en 1848, tous deux parties de l'expansion au nord-ouest. La découverte d'or en Californie en 1848 déclencha la ruée vers l'or, accélérant son admission en 1850. L'entrée de la Californie comme État libre exacerba les tensions. Le Minnesota a rejoint l'Union en 1858, suivi par l'Oregon en 1859. Tous deux furent colonisés via la piste de l'Oregon, route clé pour la migration vers l'ouest. La loi Kansas-Nebraska de 1854, créant les territoires du Kansas et du Nebraska, permit aux colons de décider de l'esclavage, menant à des conflits violents dans le Kansas sanglant. L'admission du Kansas en 1861 en tant qu'État libre souligna le conflit intense entre les sections du pays, qui éclata bientôt en guerre civile. Peu après, 11 États du Sud firent sécession pour former les États confédérés d'Amérique, déclenchant une guerre brutale sur les droits des États et l'esclavage. En pleine guerre, la Virginie occidentale se sépara de la Virginie en 1863 et rejoignit l'Union en tant qu'État fidèle au gouvernement fédéral. L'accession du Nevada au statut d'État en 1864 fut stratégiquement importante, apportant des ressources et un soutien politique vitaux à l'Union. Après la guerre, la période de reconstruction se concentra sur la réintégration des États du Sud et sur les droits des esclaves libérés. L'admission du Nebraska en 1867 marqua la fin de cette période agitée, symbolisant l'engagement de la nation envers la reconstruction et l'expansion. Cette époque de conflit et de reconstruction transforma les États-Unis et prépara son avenir moderne. En 1867, les États-Unis achetèrent l'Alaska à la Russie pour 7,2 millions de dollars. Surnommé la folie de Seward à l'époque, ce territoire s'est révélé être une région stratégique et riche en ressources. Après la guerre civile et la reconstruction, la fin du 19e siècle marqua une période de forte expansion appelée l'expansion continentale. Le Colorado, admis comme 38e État en 1876, ouvrit cette ère de croissance. Surnommé l'État du centenaire, en raison de son admission lors du 100e anniversaire de la déclaration d'indépendance, l'État devint prospère grâce à son industrie minière florissante. Le territoire du Dakota fut ensuite divisé, permettant l'admission simultanée du Dakota du Nord et du Dakota du Sud le 2 novembre 1889. Ce geste stratégique visait à maintenir un équilibre politique, même dans cette période post-esclavagiste. La colonisation rapide et l'agriculture croissante facilitèrent leur transition vers l'État. Le Montana suivit rapidement, devenant un État le 8 novembre 1889. Ces vastes plaines et montagnes, propices à l'exploitation minière et à l'élevage, accélérèrent sa reconnaissance. L'État de Washington fut admis quelques jours plus tard, le 11 novembre 1889, stimulé par la croissance économique de la région, notamment dans les secteurs du bois et de la pêche. L'Idaho, riche en gisements miniers, devint le 43e État le 3 juillet 1890, suivi du Wyoming le 10 juillet. Le Wyoming fut le premier État à accorder aux femmes le droit de vote, lui donnant le surnom d'État de l'égalité. L'Utah rencontra des obstacles liés à la polygamie pratiquée par l'Église mormone. Après que l'Église y renonça, l'Utah fut finalement admis le 4 janvier 1896. Alors que les États-Unis continuaient de croître, le début du XXe siècle vit l'ajout de nouveaux États, reflétant la réorganisation territoriale et des intérêts stratégiques. L'Oklahoma obtint son statut le 16 novembre 1907, après la fusion des territoires de l'Oklahoma et indien. Cela marqua une étape clé dans l'intégration des terres amérindiennes, bien que le processus fût souvent complexe et controversé. Le Nouveau-Mexique et l'Arizona suivirent rapidement, avec l'admission du Nouveau-Mexique en tant que 47e État le 6 janvier 1912,
et celle de l'Arizona comme 48e État le 14 février 1912. Ces admissions complétèrent les États-Unis contigus, symbolisant la destinée manifeste, une nation s'étendant d'une côte à l'autre. L'Alaska, acheté à la Russie en 1867, fut d'abord perçu comme une terre stérile. Cependant, ses vastes ressources et son importance stratégique durant la guerre froide ont conduit à son admission en tant que 49e État le 3 janvier 1959, marquant un changement géopolitique majeur. Hawaï, avec son riche patrimoine culturel et sa position stratégique dans le Pacifique, devint le 50e État le 21 août 1959. Cette admission marqua l'expansion américaine dans le Pacifique, illustrant l'influence croissante des États-Unis sur la scène mondiale. À l'avenir, des territoires comme Porto Rico et Washington DC sont au cœur du débat sur l'accession au statut d'État, symbolisant l'évolution de la démocratie américaine. Ces régions pourraient redéfinir l'Union, reflétant l'engagement des États-Unis envers l'égalité et la représentation. La Révolution américaine n'était pas seulement une lutte pour l'indépendance, elle fut l'étincelle d'une guerre mondiale. Des forêts d'Amérique du Nord aux cours européennes, les nations s'affrontèrent, les empires basculèrent et le destin d'un continent fut redéfini. Entre 1775 et 1783, la guerre d'indépendance américaine fut bien plus qu'une rébellion coloniale. Elle devint un conflit attirant les plus grands empires du XVIIIe siècle. Plus de 230 000 soldats combattirent pour l'armée continentale, soutenue par 145 000 miliciens locaux. Du côté britannique, plus de 56 000 soldats réguliers, ainsi que des mercenaires allemands et des alliés amérindiens, tentèrent d'écraser la révolte. Mais le conflit dépassa rapidement l'Amérique du Nord. La France, l'Espagne et les Provinces-Unies s'y engagèrent pour affaiblir la Grande-Bretagne et protéger leurs intérêts géopolitiques. Les Français furent déterminants lors du siège de Yorktown, où 12 000 soldats et 30 000 marins aidèrent à forcer la reddition britannique. Au total, la guerre causa plus de 25 000 pertes américaines et 24 000 pertes britanniques. Nous montrerons l'ampleur mondiale du conflit, de l'Amérique du Nord à l'Europe et aux hautes mers, illustrant comment la Révolution américaine redéfinit l'équilibre des puissances à l'échelle mondiale. Après la guerre franco-indienne de 1763, les tensions s'intensifièrent entre la Grande-Bretagne et ses colonies américaines. Le Massachusetts, le New Hampshire, le Rhode Island, le Connecticut, New York, le New Jersey, la Pennsylvanie, le Delaware, le Maryland, la Virginie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie. Accablé par une dette de guerre massive, le gouvernement britannique imposa des taxes, dont le Stamp Act de 1765 et les Townshend Act de 1767, sans consulter les colonies. Cela engendra le slogan « Pas de taxation sans représentation », car les colons n'avaient aucun représentant au Parlement britannique. Cette violation de leurs droits déclencha de vives protestations. En réponse, des groupes comme les Sons of Liberty se formèrent et organisèrent des actions de résistance, dont le Boston Tea Party de 1773. La Grande-Bretagne répliqua par des lois punitives sévères, les Coercive Acts de 1774, ce qui ne fit qu'aggraver le fossé. Les 13 colonies se réunirent alors au premier congrès continental, mais les tentatives de résolution pacifique échouèrent. En 1775, le conflit armé était imminent, les colonies se rapprochant de l'indépendance. En 1775, les tensions entre la Grande-Bretagne et ses colonies atteignirent un point de rupture. Le 19 avril, des troupes britanniques partirent de Boston pour saisir des armes coloniales à Concord, Massachusetts. Cependant, les milices, averties par des messagers comme Paul Revere, se mobilisèrent pour les intercepter. La confrontation débuta à Lexington, où troupes britanniques et milices coloniales se firent face. Un coup de feu, appelé plus tard le coup entendu dans le monde entier, fut tiré sans qu'on sache par qui. Cet échange marqua le début de la Révolution américaine. Les Britanniques avancèrent vers Concord, où la résistance s'intensifia. En se repliant vers Boston,
les forces britanniques furent harcelées par les milices coloniales, subissant de lourdes pertes. Cet affrontement déclencha la guerre d'indépendance américaine, unissant les 13 colonies contre la domination britannique. Lexington et Concord devinrent le symbole de la rébellion, entraînant une rapide escalade du conflit. Après les batailles de Lexington et Concord, le Second Congrès continental se réunit en mai 1775 et forma l'armée continentale, sous le commandement de George Washington. Forte de 15 000 soldats, l'armée affronta des défis de formation et de ressources, mais resta soudée sous la direction de Washington. En juin 1775, la bataille de Bunker Hill opposa 2400 miliciens coloniaux à 3000 soldats britanniques sous le général William Howe. Bien que les Britanniques aient pris la colline, ils subirent plus de 1000 pertes, près de la moitié de leurs forces, prouvant que les colons pouvaient résister à l'armée britannique. Washington arriva bientôt à Boston pour superviser le siège, où 15 000 soldats coloniaux encerclaient 11 000 Britanniques, menés par le général Thomas Gage. En mars 1776, le déploiement stratégique d'artillerie capturé par Washington força Gage et ses troupes à évacuer la ville, marquant une première victoire majeure pour l'armée continentale. Au fil de la guerre, les enjeux politiques augmentèrent. Le 4 juillet 1776, le Congrès continental adopta la Déclaration d'indépendance, rédigée par Thomas Jefferson. Ce document proclamait les colonies comme des États libres et indépendants, rompant les liens politiques avec la Grande-Bretagne. La déclaration exposait les bases de l'indépendance, soulignant les droits naturels comme la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Le gouvernement britannique, dirigé par le roi George III, y vit un acte de trahison, entraînant un renforcement des efforts militaires pour écraser la rébellion. Sur le plan international, la déclaration attira l'attention de la France et de l'Espagne, toutes deux désireuses d'affaiblir la Grande-Bretagne. La France en particulier accrut son soutien clandestin à la cause américaine, ce qui mènerait bientôt à des alliances militaires officielles. La déclaration transforma la guerre en un conflit mondial. La bataille de Saratoga en 1777 fut bien plus qu'une victoire militaire, mais un tournant diplomatique. La tentative du général John Burgoyne de diviser les colonies échoua quand les forces américaines, menées par Horatio Gates et Benedict Arnold, remportèrent une victoire décisive. La reddition de 5000 soldats marqua la première grande défaite britannique, changeant le cours de la guerre. Cette victoire eut des conséquences diplomatiques immédiates. La France, observant le conflit de près et cherchant à affaiblir la Grande-Bretagne, fut convaincue par Saratoga de la viabilité de la cause américaine, menant à une alliance officielle en 1778. Elle fournit soldats, navires et aides financières cruciaux pour l'effort de guerre coloniale. L'Espagne et les Provinces-Unies, avec leurs différends envers la Grande-Bretagne et des ambitions coloniales, suivirent rapidement. L'Espagne voulait récupérer ses territoires perdus et affaiblir l'influence britannique en Amérique, tandis que les Provinces-Unies cherchaient à protéger leur route commerciale. Saratoga transforma le conflit en guerre mondiale, la Grande-Bretagne affrontant désormais des puissances européennes en plus des colonies américaines. Alors que la guerre s'éternisait, la Grande-Bretagne se concentra sur les colonies du Sud, pensant y trouver davantage de soutien loyaliste et espérant reprendre l'avantage. En 1778, les troupes britanniques capturèrent Savannah en Géorgie, puis Charleston en Caroline du Sud en 1780, infligeant un coup dur aux forces américaines. Sous les ordres du général Charles Cornwallis, les Britanniques lancèrent alors une campagne brutale, ciblant les bastions rebelles clés. Le théâtre sudiste de la guerre fut marqué par une combinaison de grandes batailles et de guérillas. Les forces américaines, dirigées par les généraux Nathanael Greene et Daniel Morgan, utilisèrent des tactiques de harcèlement pour affaiblir les Britanniques. Les batailles de Kings Mountain en 1780 et de Cowpens en 1781 furent des victoires majeures pour les Américains, démontrant l'efficacité de ces stratégies. Malgré le contrôle britannique des principales villes, la campagne resta farouchement résistante. La guerre dans le sud prépara le terrain pour l'affrontement final. Le siège de Yorktown en 1781 fut la bataille décisive qui mit fin aux principaux combats de la guerre d'indépendance américaine. Après sa campagne dans le sud, le général britannique Charles Cornwallis
déplaça ses troupes à Yorktown, en Virginie, pour se ravitailler et attendre des renforts. Cependant, ce plan échoua après un engagement naval crucial. La flotte française, dirigée par l'amiral François de Grasse, joua un rôle crucial en bloquant la baie de Chesapeake, empêchant les navires britanniques de rejoindre Cornwallis. Lors de la bataille de Chesapeake, la flotte française vainquit celle de l'amiral Thomas Graves, isolant ainsi les troupes britanniques à Yorktown sans possibilité de fuite ni de soutien. Sur terre, le général Washington et le général français Rochambeau menèrent 17 000 soldats américains et français dans un siège qui obligea Cornwallis à se rendre le 19 octobre 1781. Après la victoire décisive des Américains et des Français à Yorktown en 1781, les négociations de paix entre la Grande-Bretagne et les colonies américaines commencèrent. Après 2 ans de discussion, le traité de Paris fut signé le 3 septembre 1783, mettant officiellement fin à la guerre d'indépendance américaine. Les États-Unis furent représentés par John Adams, Benjamin Franklin et John Jay. David Hartley, au nom du roi George III et du gouvernement britannique, signa pour la Grande-Bretagne. L'accord reconnaissait l'indépendance des États-Unis et définissait ses frontières, de l'océan Atlantique au Mississippi et du Canada à la Floride espagnole. Le traité de Paris eut d'importantes conséquences géopolitiques. La Grande-Bretagne perdit ses 13 colonies américaines, réduisant son influence en Amérique du Nord, tandis que la France et l'Espagne gagnèrent en territoire et en prestige. Les États-Unis durent construire un nouveau gouvernement, aboutissant à la création de la Constitution américaine en 1787. La Révolution s'est peut-être terminée par une victoire, mais son héritage perdure. Les idéaux de liberté, d'égalité et d'indépendance continuent d'influencer le monde aujourd'hui. L'histoire de la Révolution américaine n'est que le début d'un récit bien plus vaste de changements mondiaux. La guerre de sécession américaine, qui dura de 1861 à 1865, fut un conflit monumental qui remodela les États-Unis. Opposant les États du Nord, l'Union, composée de 23 États, et les 11 États du Sud, qui firent sécession pour former la Confédération, cette guerre comprit de nombreux affrontements militaires à travers plus de 20 États. Pendant le conflit, plus de 10 000 batailles et escarmouches ont été enregistrées, dont 54 batailles décisives, influençant le cours de la guerre. Les affrontements brutaux de la guerre de sécession ont causé la mort de 620 000 à 850 000 soldats, dont environ 360 000 de l'Union et 260 000 confédérés. De nombreux autres furent blessés, en faisant l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire américaine. Les femmes ont joué un rôle clé, bien que souvent ignoré pendant la guerre, en tant qu'infirmières, aides et parfois combattantes. Leur participation fut indispensable au soutien logistique des armées et à l'action directe, contribuant de manière significative dans des conditions extrêmement difficiles. En 1861, alors que l'Amérique frôlait la guerre civile, les États et territoires étaient profondément divisés sur l'esclavage et leurs alliances. Avant le 15 avril, des États du Sud comme la Caroline du Sud, le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane et le Texas firent sécession, formant le noyau de la Confédération. Après l'attaque du fort Sumter et l'appel aux troupes de Lincoln, la Virginie, l'Arkansas, le Tennessee et la Caroline du Nord les rejoignirent, accentuant la fracture nationale. Les États frontaliers Kentucky, Missouri, Maryland et Delaware sont restés dans l'Union tout en autorisant l'esclavage. Le Kentucky et le Missouri sont devenus des champs de bataille, avec des gouvernements unionistes et confédérés en compétition. Au nord, New York, la Pennsylvanie et l'Ohio, où l'esclavage était aboli, devinrent des bastions de soutien à l'Union, mobilisant ressources et troupes pour la cause. Dans les territoires, la question de l'esclavage restait controversée. Le Kansas, par exemple, devint un foyer de violence, où partisans et opposants s'affrontèrent, annonçant le conflit plus large qui allait secouer la nation. La guerre de sécession fut déclenchée par de profondes divisions entre le Nord et le Sud, alimentées par des chemins économiques distincts et la question de l'esclavage.
Le Nord industriel prônait des tarifs protecteurs et soutenait un mouvement abolitionniste, remettant en cause la moralité et l'économie de l'esclavage. Le Sud agricole, dépendant de l'esclavage pour son économie centrée sur le coton, résistait à toute menace contre sa continuation. Des efforts politiques visaient à maintenir un équilibre délicat entre État libre et esclavagiste. Le compromis du Missouri de 1820 permit l'admission du Missouri comme État esclavagiste et du Maine comme État libre, établissant une ligne au 36°30 parallèle, au nord de laquelle l'esclavage était interdit dans les futurs territoires. Cependant, ces mesures apportèrent un répit temporaire. Le compromis de 1850 tenta de résoudre les problèmes liés aux nouveaux territoires acquis après la guerre américano-mexicaine, laissant les États décider de l'esclavage par souveraineté populaire. Ce principe fut étendu par la loi Kansas-Nebraska de 1854, qui annula le compromis du Missouri en laissant aux résidents des territoires du Kansas et du Nebraska la décision sur la légalité de l'esclavage. Cela mena au Kansas sanglant, où les affrontements violents entre colons révélèrent l'échec des compromis politiques face aux enjeux moraux et sociaux de l'esclavage. L'élection d'Abraham Lincoln en 1860, représentant le parti républicain anti-esclavagiste, fut la goutte d'eau pour les États du Sud, provoquant leur sécession et préparant la guerre. L'année 1861 marqua le début explosif de la guerre de sécession. Alors que les tensions sur l'esclavage et les droits des États atteignaient leur paroxysme, plusieurs États du Sud déclarèrent leur sécession de l'Union. En février, ils formèrent les États confédérés d'Amérique et créèrent un gouvernement provisoire dirigé par Jefferson Davis. Le conflit éclata le 12 avril, lorsque les forces confédérées attaquèrent Fort Sumter en Caroline du Sud. Après 34 heures de bombardement, la garnison se rendit, marquant le premier affrontement de la guerre. Cette attaque unifia le Nord et poussa Lincoln à passer 75 000 volontaires, lançant une mobilisation de masse dans les États du Nord et les États du Sud restaient fidèles. Le 15 avril, la Virginie, l'Arkansas, le Tennessee et la Caroline du Nord rejoignirent la cause confédérée, renforçant sa position militaire et stratégique. La capitale fut déplacée de Montgomery, Alabama, à Richmond, Virginie, le 29 mai, devenant une cible pour les attaques de l'Union. La première grande bataille, la bataille de Bull Run, eut lieu près de Manassas, en Virginie, le 21 juillet, et se termina par une victoire confédérée, révélant la longueur et l'intensité possible du conflit. La guerre s'intensifia en 1862. Au début de l'année, la deuxième bataille de Bull Run, aussi appelée deuxième bataille de Manassas, eut lieu les 29 et 30 août, renforçant la réalité d'un conflit prolongé. Cette nouvelle victoire confédérée, sur le même terrain que la première bataille, montra que la Confédération prenait l'avantage. La bataille de Shiloh, les 6 et 7 avril, dans le théâtre occidental, révéla également cette tendance avec des combats féroces, influençant le contrôle du Mississippi et soulignant les stratégies défensives solides et le leadership efficace des Confédérés. Le 17 septembre, la bataille d'Antietam, dans le Maryland, devint la journée la plus sanglante de l'histoire militaire américaine. Bien qu'aucun camp n'ait remporté une victoire décisive, elle stoppa l'avancée confédérée vers le nord et permit au président Lincoln de publier la proclamation préliminaire d'émancipation. Pendant ce temps, la campagne de la péninsule, dirigée par le général de l'Union, George B. McClellan, visait à capturer Richmond en avançant sur la péninsule de Virginie, mais échoua face à la défense agressive du général Robert E. Lee. Ces événements reflétèrent les premiers avantages confédérés, tout en manquant les moments où l'Union commença à expliquer ses ressources et sa position stratégique supérieure. L'année 1863 marqua un tournant crucial dans la guerre de sécession.
Le 1er janvier, le président Lincoln publia la proclamation d'émancipation, modifiant les objectifs du conflit en déclarant libres les esclaves des territoires confédérés. Cette mesure affaiblit l'effort de guerre du Sud et dissuada les nations européennes de soutenir la Confédération. Au milieu de ces changements, le 20 juin, la Virginie occidentale fit sécession de la Virginie et fut admise dans l'Union comme 35e État. Cet événement montra les profondes divisions des États confédérés et offrit l'union des ressources et un avantage stratégique. En juillet, la bataille de Gettysburg, remportée par l'Union du 1er au 3, marqua un tournant crucial dans la guerre. Cette défaite stoppa l'invasion du Nord par le général Lee, changeant le cours du conflit. Presque en même temps, le siège de Vicksburg se termina le 4 juillet par la prise de Vicksburg, donnant à l'Union le contrôle du Mississippi et coupant la Confédération en deux. À l'ouest, les campagnes de Tullahoma et de Chattanooga, menées par le général de l'Union William S. Rosecrans, assurèrent d'importantes victoires stratégiques, affaiblissant davantage les capacités confédérées et renforçant le contrôle de l'Union sur le Tennessee. En 1864, la stratégie de l'Union évolua vers une guerre totale, intensifiant les opérations militaires. La campagne terrestre du général Ulysses S. Grant inclut une série de batailles en Virginie, comme le Wilderness, Spotsylvania et Cold Harbor, menant au siège prolongé de Petersburg. Ces affrontements, marqués par de lourdes pertes, visaient à épuiser les forces confédérées. En parallèle, le général William Tecumseh Sherman mena sa campagne d'Atlanta, capturant la ville en septembre, un centre de ressources clés pour les Confédérés. Il lança ensuite sa marche vers la mer, détruisant l'infrastructure de la Géorgie, ce qui affaiblit gravement le moral confédéré. De plus, l'Union renforça les blocus navals, limitant le commerce et les lignes d'approvisionnement confédérées, affaiblissant encore leur économie. Cette année renforça la détermination de l'Union avec la réélection d'Abraham Lincoln, validant ses politiques d'abolition et de guerre totale. Sa victoire montra l'engagement du Nord à vaincre la Confédération, influençant les dernières phases du conflit. En 1865, la guerre de sécession atteignit sa conclusion culminante. Au début de l'année, la campagne des Carolines vit les forces de l'Union sous le général William T. Sherman traverser les Carolines. Cette campagne culmina avec des batailles importantes, dont celle de Bentonville, exerçant une pression accrue sur les forces confédérées. Ensuite, le siège et la chute de Petersburg et de Richmond, début avril, marquèrent la désintégration des défenses confédérées, menant directement à l'évacuation de la capitale confédérée. Cela permit aux forces de l'Union dirigées par le général Ulysses S. Grant de capturer Richmond, entraînant l'effondrement de l'effort de guerre confédéré. Quelques jours plus tard, le 9 avril, le général Robert E. Lee se rendit à Grant, à Appomattox Courthouse, signalant la fin effective de la guerre. Cet événement marquant initia le processus de réconciliation nationale. Peu après, le 10 mai, le président confédéré Jefferson Davis fut capturé en Géorgie, éliminant tout espoir de résurgence confédérée. Tragiquement, l'atmosphère de victoire fut assombrie par l'assassinat du président Abraham Lincoln le 14 avril, impactant profondément la reconstruction et les politiques d'après-guerre, conduisant la nation vers une période de récupération tumultueuse. À la fin de la guerre civile en 1865, elle laissa une empreinte durable dans l'histoire des États-Unis, transformant la nation et ouvrant la voie à de futures réformes. Mets un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche pour suivre notre contenu le plus récent.